Et nous recevons donc Louis Alliot ce matin sur LCI. Bonjour à vous, Louis Alliot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire et reine de Perpignan, un des principaux soutiens de la candidate Marine Le Pen, évidemment, à la présidentielle. On va revenir sur le programme, sur les parrainages. Je sais que vous êtes très inquiet, mais d'abord, l'actualité du jour, c'est Emmanuel Macron dans le bureau de Vladimir Poutine cet après-midi pour parler de l'Ukraine. Le président français cherche à éviter des opérations militaires et à engager la désescalade. Est-ce que cette entreprise diplomatique du président français est utile ? Je pense que c'est toujours utile que la France se déplace là où il y a des problèmes pour montrer qu'elle a une autre voie. Si M. Macron se déplace à Moscou pour restituer ce que demandent les Américains, c'est pas utile. Mais si on apporte notre propre vision des choses et qu'on relance le dialogue avec la Russie et qu'on en fait pour l'avenir un acteur majeur des relations internationales et du retour à une certaine stabilité des relations, notamment économiques, à ce moment-là, je pense que c'est utile. Emmanuel Macron, lui, défend une position d'équilibre. Cité par le journal du dimanche hier, il dit qu'il est légitime que la Russie se pose la question de sa sécurité. Est-ce que ça vous rassure sur la posture justement d'équilibre, de neutralité du président français dans ce dossier, puisque vous êtes russophile, vous? Oui, non, mais je pense que c'est important. Alors, russophile, je dirais que moi, je suis pour un rééquilibrage des relations et qu'on considère la Russie comme un partenaire. Il est quand même assez incroyable de considérer que Poutine est un ennemi et puis de traiter, par exemple, le président chinois en ami. Parce que la relation qu'ils ont au pouvoir et à la manière d'exercer le pouvoir, on ne peut pas dire qu'elle soit très démocratique en Chine et moins démocratique en Russie ou plus démocratique. Donc de ce point de vue-là, c'est simplement rééquilibrer les relations de la France avec la Russie en maintenant évidemment la distance nécessaire qu'il peut y avoir entre les alliés d'un côté, qui sont les Américains, et un partenaire que doit devenir la Russie. Et je pense notamment en matière économique. Depuis que nous avons exercé à l'encontre de la Russie un certain nombre de pressions économiques... Est-ce que vous les stoppez? Marine Le Pen, élue oui, je pense qu'il faut les stopper. D'entrée, elle annule les sanctions contre la Russie. Je pense qu'il faut annuler les sanctions avec la Russie, tout simplement parce que en matière d'échanges économiques, nous y avons intérêt. Ça n'empêche pas de dire à M. Poutine un certain nombre de vérités. Quoi, par exemple? Sur l'Ukraine, d'aller dans la désescalade. Mais il faut comprendre aussi, d'ailleurs j'écoutais hier, un débat sur votre antenne, même M. Cohn-Bendit disait, c'est quand même, il faut aussi reconnaître, disait-il, que mettre autour de la Russie un cordon sanitaire de l'OTAN, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc il faut, je pense, effectivement, rendre autour de la Russie une zone neutre qui ne soit pas nécessairement inféodée aux États-Unis d'Amérique. Louis Alliot qui en appelle à Danny Cohn-Bendit. On aura tout entendu, si je puis dire. Louis Alliot, justement, vous disiez il y a deux poids deux mesures avec la Chine et la Russie, la façon dont on les traite. Mais pas que la Chine et la Russie. La Chine, disiez-vous, est un régime autoritaire. Est-ce que la Russie est un régime autoritaire? La Russie, c'est une démocratie, une démocratie, mais qui a une histoire lourde, qu'on oublie souvent, de 70 ans. Est-ce que c'est une démocratie qui a un régime autoritaire? Elle a un régime, oui, on va dire autoritaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il est appuyé sur la souveraineté du peuple et que M. Poutine est quand même soutenu par une majorité de son peuple. Donc de ce point de vue-là, on peut aimer ou ne pas aimer, mais nous, on est toujours les juges. Non, parce qu'on se demande parfois si Marine Le Pen prend ou pas la Russie de Poutine comme modèle de démocratie. C'est pas un modèle, ça doit être un partenaire. C'est pas un modèle. Non, voilà, heureusement que c'est pas un modèle. J'espère bien, et pas plus que la Chine et pas plus que d'autres pays. Mais on est dans un monde multipolaire où il faut bien discuter avec tout le monde. Et je ne vois toujours pas pourquoi on discute avec les uns et on ne discute pas avec les autres. On discute avec l'Arabie Saoudite, ce qui quand même paraît un peu bizarre. Et puis on refuse de discuter avec d'autres. Emmanuel Macron a toujours discuté avec Poutine. Ça lui est même reproché par des pays d'Europe centrale. Je crois que ça a été même le premier président qui est venu en France lorsqu'il a été élu. Alors, vous voyez, ce faisant, allant aujourd'hui essayer de dénouer cet écheveau ukrainien, est-ce que Emmanuel Macron cherche aussi à surplomber la campagne électorale? Ou il est tout à fait logique pour vous qu'il règle les tensions et qu'ensuite il se déclare? Oui, d'accord, mais il y a quand même un problème. De toute façon, oui, il fait son boulot de président de la République. Et en plus, la France est à la présidence de l'Europe en ce moment. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas candidat,
que lui a déjà les parrainages pour le coup, et qu'il utilise les moyens de l'État pour, en quelque sorte, faire campagne. Quand il va dans le Nord, quand il va dans le Nord et qu'il va promettre une usine avec 4000 emplois à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, c'est un véritable scandale. Parce que, 1, je n'y crois pas, et 2, encore une fois, il est un candidat président et donc a des moyens que les autres candidats n'ont pas. Et c'est une rupture du principe d'égalité devant l'élection présidentielle. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déposer une plainte devant un des garants il faut juste le dire que le peuple en soit conscient et qu'il voit bien à quel genre de manœuvres en sont réduits, notamment le président de la République, pour pouvoir exister sans se déclarer candidat. Grand meeting à Reims de la candidate ce week-end, samedi. Elle a défendu, entre autres, son programme économique. C'est un peu éclipsé par la séquence émotion, mais on y reviendra. Un programme socialiste, quasiment mélenchoniste, entend-on parfois dans les rangs d'Éric Zemmour. Vous assumez? Non, évidemment, mais c'est un programme de solidarité. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience des difficultés que vivent des millions de nos concitoyens aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, mais notamment sur le pouvoir d'achat, sur la hausse des prix et des prix des biens de première nécessité, notamment l'énergie. Quand on voit le coût aujourd'hui de l'essence, du gaz, de l'électricité, quand on voit aujourd'hui l'inflation qui commence quand même à pointer le bout de son nez, etc., on se dit qu'il y a quand même urgence à limiter tout cela, et ce n'est pas fait. Alors c'est bien joli de dire, oui, elle est socialiste. Non, elle est juste humaine. Et elle est préoccupée de savoir comment les plus modestes d'entre nous demain pourront boucler les fins de mois, parce que pour l'instant, que ce soit d'ailleurs les retraités qui ont des petites retraites ou les jeunes qui aujourd'hui font la queue pour aller chercher l'alimentation dans un certain nombre d'universités, on voit bien que ça ne va pas. Et à côté de ça, vous avez des candidats qui continuent leur cirque et leur campagne électorale comme si de rien n'était, alors qu'il y a une situation sociale très précise. Qu'est-ce qui fait du cirque comme si de rien n'était? Madame Pécresse, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Elle ne fait pas du cirque, alors elle n'est pas assez là. Si, elle fait son rôle, elle joue son rôle, mais voilà, M. Macron qui continue, lui, de faire son cirque à la tête de l'État, et M. Zemmour, quelque part, qui continue à se tromper d'adversaire, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il est l'un des meilleurs soutiens de M. Macron dans cette campagne électorale. Vous dites aussi, comme Marine Le Pen, qui veut la mort du Rassemblement national? Je pense qu'il y a dans cette démarche l'idée de dire, maintenant, c'est terminé le Rassemblement national, demain, il faudra peut-être voir avec d'autres pour gouverner la France, et notamment la droite, peut-être de Mme Pécresse. Et moi, je dis attention, parce que l'union des droites, avec Mme Pécresse, avec M. Bertrand, elle est totalement impossible. Ce qu'il faut regarder, c'est l'union des patriotes et de ceux qui défendent l'intérêt supérieur de la nation d'abord. Et dans ces personnes-là, il y a des gens, oui, de droite, effectivement, et il y a quand même une partie de la gauche qu'il ne faut pas oublier. Que pensez-vous de sa nouvelle proposition, celle qui a émergé de son meeting à Lille samedi, exonérer de toute charge une prime annuelle jusqu'à 3 fois le SMIC, rendre du pouvoir d'achat de façon assez spectaculaire, dit-il, aux salariés français. C'est ce qu'avait fait Macron pendant le Covid. C'est une extension, c'est une super prime Macron. Oui, mais on est en campagne électorale, voilà, c'est une super prime Macron, comme vous dites. Et alors? Mais je n'y crois pas, voilà, ça va aggraver évidemment les choses, et c'est un effet d'annonce, mais ça n'apportera rien de concret à ceux qui en bénéficieront, à part cette mise en scène. Et encore une fois, on reste sur des choses qui sont ponctuelles, mais sur le fond. Et quand Éric Zemmour nous dit quoi? Je n'en sais rien. Par rapport à l'Europe, je n'en sais rien. Par rapport à la fiscalité, notamment des gens qui en ont le plus, je n'en sais rien. Et sur tous ces sujets-là, il est assez absent du débat. Donc c'est un candidat vide de programme, avec un programme qui n'existe pas. C'est un candidat... Il y a derrière le diagnostic qu'il a fait et qui a séduit beaucoup de vos électeurs. Oui, enfin, le diagnostic, d'abord, il est le nôtre. Il est le nôtre. Le diagnostic de l'immigration, de la sécurité et surtout de l'insécurité, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas attendu M. Zemmour pour savoir ce qui se passait dans nos rues et nos quartiers. Il vous a pillé? Et moi, il ne nous a pas pillé, voilà, il parle comme nous. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il concurrence Marine Le Pen sur la même thématique et il favorise évidemment le duel entre M. Macron et Mme Pécresse. C'est la seule chose. Quand vous regardez froidement, quand vous analysez froidement, il n'amène rien de plus à la campagne électorale, puisque ces thématiques sont déjà dans le débat chez nous depuis 30 ans. En revanche, il vient nous concurrencer
tenter de nous affaiblir, et à ce moment-là, il est le meilleur allié de Mme Pécresse et de M. Macron. Mais vous avez donc vous répliquez, ou Marine Le Pen réplique en disant moi c'est sérieux. Voilà, d'abord. Mais c'est sérieux. Je suis prête, c'est sérieux, donc il y a un enjeu de crédibilité. Et vous dites ces propositions, c'est n'importe quoi quand elles existent. Mais vous l'avez vu dans les enquêtes d'opinion. Mais une mesure sur la crédibilité, vous avez vu oui, dans les mais enquêtes d'opinion. justement, exonérer tous les moins de 30 ans de l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est crédible, Louis Alliot? Oui. Vous savez très bien que, devant le Conseil constitutionnel, le principe de l'égalité devant l'impôt va sans doute bloquer votre le proposition. Le Conseil constitutionnel, c'est quoi? C'est un titre de notre Constitution française. Voilà. C'est un garant du droit. Non, non, je le regrette, moi qui suis un spécialiste un peu de ça. Le rôle qu'il a aujourd'hui, quand le général de Gaulle l'avait mis dans la Constitution de 58, c'était totalement différent. D'ailleurs, il ne voulait pas de ce gouvernement des juges. Il faudra revenir donc à l'essence même du Conseil constitutionnel, qui n'est pas l'arbitre des élégances législatives. Ce n'est pas lui le législateur, c'est le peuple français le législateur. Et donc, par référendum, nous remettrons un certain nombre d'institutions à leur place. Et demain, il y aura certes un contrôle de constitutionnalité, mais qui ne sera pas un contrôle du pouvoir législatif et du gouvernement du peuple. Donc le Parlement, là, le problème, il est là. Le Conseil constitutionnel ne doit pas surplomber le Parlement. Mais heureusement, il est élu par qui? Non, mais par qui est élu le Conseil constitutionnel? Parce que c'est un garant, le Conseil constitutionnel. Non, si le Parlement, selon les majorités, fait et défait les règles du droit, ça peut être dangereux, non? Qui est le président du Conseil constitutionnel? Vous le savez, donc pourquoi vous me demandez ça? Parce que c'est un politique. Ouais. Donc on ne peut pas être jugé parti. Quand on voit qu'il y a des juges constitutionnels qui sont capables de juger des propres lois qu'ils ont mis en place lorsqu'ils étaient Premier ministre ou ministre, ça me paraît assez léger sur le problème de l'éthique. Et pourtant, ça existe. Ce Conseil constitutionnel n'est pas un gouvernement, d'ailleurs, de juges professionnels de la Constitution, comme il pourrait l'être aux États-Unis, même si ça reste très politique. Il est un gouvernement nommé par un pouvoir politique. Et en général, vous avez là d'anciens politiques. Donc, le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus des lois. Et c'est à la loi à dire... C'est la loi qui doit être au-dessus du Conseil constitutionnel. Donc il n'aura plus sa raison d'être. Et au-dessus, non, mais il aura sa raison d'être, celle qu'il avait au début de la Constitution de la Ve République. On ne sait pas au service de qui il sera, du coup. En tout cas, ce que vous me dites, au service de la République, mais bien cadré, mieux cadré, c'est tout. En tout cas, votre proposition, peu importe ce qu'en dit le Conseil constitutionnel, vous l'appliquerez malgré le fait que c'est en défaut du principe d'égalité devant l'impôt. En quoi donner plus de pouvoir d'achat et permettre aux jeunes de mieux démarrer dans la vie, notamment lorsqu'ils créent des entreprises, serait contraire à la Constitution et que des juges à la tête de l'État viendraient dire c'est pas légal. Ça me paraît, moi, totalement ubuesque. Donc, effectivement, il faudra revoir le principe même de contrôle de constitutionnalité des lois. Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui sont venues puis repartir remplies de personnages sulfureux, dit Marine Le Pen dans un article très remarqué du Figaro jeudi. Il y a les catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis. Les catholiques traditionnalistes, c'est dangereux? Non, je ne crois pas. Mais alors pourquoi? Ceux qu'on avait chez nous et qui se sont comportés comme des bordilles, oui. Parce qu'on en connaît quelques-uns. J'étais secrétaire général du Front National, j'en ai mis quelques-uns dehors, et d'autres dont Marine a parlé. C'est de cela que nous parlons. Et Éric donc Zemmour, ce ne sont pas les catholiques traditionnels? Évidemment que non, il n'y a pas de péril. Il y a des catholiques. Il n'y a pas de péril de catholiques traditionnalistes en France. Il y a un péril islamiste, en revanche. Ça me paraît évident. Mais il n'y a pas de péril catholique traditionnaliste. Il y a un péril nazi? Non, il n'y a pas de péril nazi. Mais il y a quelques folkloriques qui sont aujourd'hui autour d'Éric Zemmour, que je connais parce que j'en ai mis un certain nombre dehors quand j'étais secrétaire général. Et cela, ça n'a pas l'air de gêner ni M. Collard, d'ailleurs, qui, pourtant, lorsqu'il est rentré au Rassemblement national, tous les jours demandait la tête de quelqu'un. Et aujourd'hui, il est là, au milieu de tous ces gens-là. Je trouve ça assez incroyable, je dois le dire. Oui, alors Gilbert Collard, justement, qui n'est pas très loin de chez vous, enfin, qui est dans le Sud, c'est lui qui a lancé l'offensive contre cette phrase en particulier de Marine Le Pen. Elle parle comme Mélenchon. C'est quand même extraordinaire que Marine Le Pen utilise contre nous les arguments que les bobos de gauche utilisaient contre le Rassemblement national. C'est vrai que la gauche, on vous traitait de nazis, et vous, c'est vous qui traitez de nazis l'entourage d'Éric Zemmour. Donc vous faites aux autres... Non, ceux qu'on a ciblés le sont. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver tout ce qu'ils ont écrit. Les nazis?
Ben, faut regarder un certain nombre du parti de la Les mots France. d'un sens, hein. Eh bien, regardez, mais allez voir. Hein, je crois qu'il y a des journalistes même qui en ont fait des papiers. Le Point de ce week-end a relevé tous les gens, etc. Mais M. Collard, il le sait, on a créé le Rassemblement Bleu Marine à l'époque pour lui permettre précisément... À Collard ? Oui, à Collard, bien sûr. Pour lui permettre d'intégrer la famille nationale parce qu'il ne voulait pas faire partie du Front National de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Et aujourd'hui, sur un certain nombre de thématiques, il se retrouve à la droite de Jean-Marie Le Pen, ce que je trouve assez, il faut le dire, bizarre. Bizarre pour le coup. Bizarre. Ouais. Vous avez dit bizarre, pourquoi ? C'est ça. Parce que voilà, ils sont dans une démarche de fuite en avant et M. Collard aujourd'hui, tout simplement, moi je considère, a trahi notre famille pour aller voir ailleurs, c'est tout. C'est mon opinion, hein, c'était un ami et si je l'avais en face, je le lui dirais. Il ne vous a pas prévenu ? Ah non, pas plus que Marine Le Pen, il ne vous a pas prévenu. Non, il ne vous a pas passé de coup de fil. Et vous mais dites encore une fois, on peut avoir des idées. Ouais. On peut avoir des idées, on peut les défendre, mais je trouve qu'il y a un minimum. Et ce minimum, c'est d'abord de démissionner du mandat que les électeurs personne ne l'a fait encore. Nous ont Aucun attribué. Des transfuges ne l'a fait. Si, le seul qui l'a fait, c'est Andrea Cotarac, qui est l'ancien élu de la France Soumise, qui nous a rejoints en Rhône-Alpes et qui est aujourd'hui notre élu au Conseil régional Rhône-Alpes. Mais il l'a fait dans l'autre sens. Est-ce que vous allez... On se demande comment vous pouvez vous réconcilier après le premier tour, à coup d'invectives, Marine Le Pen qui traite de nazi l'entourage d'Éric Zemmour, Éric Zemmour qui dit mais elle ne pourra jamais gagner. Il ne faut pas inverser la charge des attaques. Je rappelle que Éric Zemmour est rentré en campagne en disant Marine Le Pen ne peut pas y arriver, elle est ceci, elle est cela. C'est eux qui ont porté les coups c'est eux qui ont porté les coups les plus pervers, les plus vicieux contre Marine Le Pen, et nous n'avons fait que nous défendre. Donc effectivement, le rassemblement de deuxième tour, aujourd'hui, il faut quand même l'étudier de près, et moi j'appelle mes anciens amis à la retenue pour leur dire attention, n'allez pas trop loin quand même, parce que va arriver une situation qui sera irréversible et à ce moment-là, on aura donné raison au système. Ou alors, c'est qu'ils font partie du système et que le but était bien de casser la candidature de Marine Le Pen et du Rassemblement national pour permettre à Mme Pécresse ou pourquoi pas M. Macron de continuer sa politique. Donc vous appelez au couvre-feu ce matin, entre les deux camps. Mais moi, vous savez, je suis... en général, quand je réagis, c'est en défense, jamais en attaque. Mais là, c'est Marine Le Pen qui a traité de nazi. Elle n'a pas traité de nazi, elle a dit autour d'Éric Zemmour. Oui, j'ai lu la phrase. Oui, mais quand elle le dit, on a des exemples précis que vos amis journalistes ont eux-mêmes mis sur du papier ou dans des tweets ou sur les réseaux sociaux. Donc, allez voir qui ils sont et vous me direz en retour s'ils n'en sont pas, oui ou non. Elle a haussé le ton, Marine Le Pen. Est-ce que maintenant, ça va ? Est-ce que vous dites on a pour se retrouver, il faut la paix des braves maintenant. Écoutez, pour bâtir un contrat sur l'avenir, il faut être deux. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes autour d'Éric Zemmour avec qui jamais on ne bâtira de contrat. Mais il y en a beaucoup d'autres avec qui on peut discuter, évidemment. Ça me paraît une évidence. Mais ce week-end, on a fait un très beau meeting de Marine à Reims. On a pu parler du projet, des sujets de fond, sans parler obsessionnellement de M. Zemmour et de ses amis. Et je dois dire que ce début de campagne est pour nous assez positif et que nous allons maintenant accentuer notre effort de campagne sur le terrain partout en France. Vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui n'est pas candidat mais qui a déjà plus de 500 signatures, vous en avez 430 d'après ce que Jordan Bardella disait hier sur LCI avec Amélie Carrouer. Vous dites à Emmanuel Macron, maintenant donnez-nous des parrainages alors. Je dis à Emmanuel Macron qu'une course présidentielle elle doit se faire sur un pied d'égalité. Donc il devrait écouter encore une fois d'ailleurs M. Bayrou qui a lancé une initiative, je crois une bourse aux maires qui permettrait à tous les candidats représentatifs de pouvoir être candidats avec ses parrainages. Ou alors il y a un député aussi du Calvados, M. Christophe Blanchet, qui a eu la même initiative. Et puis surtout, moi qui suis maire de Perpignan, je dis à mes collègues, mais vous avez peur de quoi ? C'est pas Verdun quand même, c'est pas la guerre, c'est une prérogative personnelle. Vous devez non pas parrainer, non pas soutenir, mais présenter un candidat dont vous jugez qu'il est représentatif. C'est pas pour prendre une carte du RN que vous allez signer pour Marine Le Pen ou une carte de la France Insoumise que vous allez signer pour M. Mélenchon. C'est juste pour qu'il participe à l'élection présidentielle et que le débat ait lieu. Alors bon, un peu de courage et signer pour n'importe qui, mais signer. Il y a quand même 38 000, un corps électoral de 38 000, il y a 36 000 maires. J'estime que c'est assez facile à faire quand même. Voilà, ça c'était un coup de gueule. Voilà. N'importe qui, pas n'importe qui, pour vous c'est Marine Le Pen.
toute dernière question. Un article de Valeurs Actuelles rapporte que c'est l'entourage de Marine Le Pen qui a fait fuiter volontairement un possible ralliement de Marion Maréchal vers Éric Zemmour, alors que cette dernière n'avait pas pris sa décision. Est-ce que vous confirmez ? Écoutez, je ne suis pas dans cette cuisine politicienne dont le journal Valeurs Actuelles est devenu l'officine officielle de la candidature de M. Zemmour. Donc Valeurs je ne les crois Actuelles pas. roule pour Éric Zemmour ? Totalement. D'ailleurs, il y a une amitié entre eux. Et après tout, ils sont libres d'être amis ou pas. Mais je ne crois pas ce genre de choses quand ça vient d'un journal comme Valeurs Actuelles. Merci Louis Merci. Alliot d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.